Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une opération conjointe entre les troupes soviétiques et anglaises. Mais pourquoi la Grande-Bretagne et l'Union soviétique décident d'envahir l'Iran alors que les troupes allemandes approchent à grands pas de Moscou? L'invasion anglo-soviétique entre le 25 août et le 17 septembre 1941, connue sous le nom de code Opération Coutenance, révèle un but bien précis. Partons ensemble le découvrir. L'Iran, appelé Perse jusqu'en 1935, est partagé depuis 1907 en deux zones d'influence, russe au nord et britannique au sud. Dans le contexte du grand jeu entre les deux empires, ces empires profitent des troubles entourant la révolution constitutionnelle de 1905-1911, de la faiblesse, de la corruption des derniers empereurs Qadjars pour étendre leur influence dans le pays. Avec la fin de la Première Guerre mondiale, les troupes russes et britanniques quittent le pays. En 1921, la monarchie constitutionnelle est instaurée. Le 21 février 1921, le colonel Reza Khan, ancien chef de la garde cosaque, devient chef du gouvernement. Il dépose Ahmad Shah Qajar, dernier des Qadjars, et s'intronise lui-même Shah de Perse en décembre 1925. Il met en place une politique reposant sur deux piliers: modernisation rapide et indépendance de l'Iran. Pour cela, il s'appuie sur l'assistance technique de pays européens, Allemagne, France, Suède, à condition qu'il ne soit pas lié à la Grande-Bretagne, qui enserre son pays. Les Britanniques dominent les actuels Irak, Koweït, Bahreïn, Émirats, Oman, Pakistan. Il signe un accord avec l'Union soviétique de Staline, que ses difficultés internes rendent moins menaçantes que la Grande-Bretagne, et se rapproche économiquement de l'Allemagne d'Hitler, qui devient le premier partenaire commercial de l'Iran en 1939. Or, l'Allemagne est entre-temps devenue nazie. La rupture du pacte germano-soviétique et l'invasion allemande de 1941 créent une alliance entre le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Reza Pahlavi veille à ce que l'Iran reste neutre, mais continue à commercer avec l'Allemagne. Les Britanniques craignent que la raffinerie d'Abadan tombe entre les mains des Allemands. Cette raffinerie, qui produit 8 millions de tonnes de pétrole en 1940, représente une part cruciale de l'effort de guerre des Alliés. Pour les Soviétiques, l'Iran représente une voie vitale pour recevoir l'aide américaine. Les raids des sous-marins allemands compliquent considérablement les convois par la voie arctique. Les chemins de fer transsinariens est donc essentiel pour transporter armements et matériel vers l'Union soviétique à partir du golfe Persique. À Téhéran, l'Union soviétique et l'Empire britannique font pression sur le Shah, mais celui-ci, craignant pour son commerce, réaffirme sa neutralité et refuse d'expulser les nombreux résidents allemands présents en Iran, ainsi que de laisser les Alliés utiliser sa ligne de chemin de fer. Durant le catastrophique été 1941, la Wehrmacht a occupé la majeure partie de la région balte. La Biélorussie et la moitié de l'Ukraine s'est approchée de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, et menacé Moscou. De manière surprenante, malgré la menace pesant sur la Russie, le dirigeant soviétique a décidé d'ouvrir un nouveau front à des milliers de kilomètres de l'Europe contre l'Iran. L'Iran provoquait de grandes inquiétudes chez les Alliés. En dépit de sa neutralité proclamée, le pays avait adopté des positions pro-allemandes. Le Troisième Reich avait une influence colossale sur la politique et l'économie iranienne, et une vaste opération de renseignement allemand était en cours dans le pays. Tous les efforts britanniques et soviétiques visaient à expulser les nombreux citoyens allemands et ont été rejetés par le dirigeant iranien. Une telle situation était inacceptable, en particulier parce qu'une importante voie de pré-bail traversait le territoire iranien via le soi-disant corridor perse. Pour exclure toute chance que l'Iran puisse soutenir ou pire rejoindre l'effort de guerre de l'Axe, les Alliés ont décidé de prendre le pays sous leur contrôle jusqu'à la fin de la guerre. Le 25 août 1941, les troupes soviétiques et britanniques ont lancé une intervention conjointe du pays. Baptisée Opération Coutenance, l'Union soviétique a trouvé un motif légal pour l'intervention et n'a pas déclaré la guerre à l'Iran. Le pays se référait au traité russo-persan de 1921, dans lequel il était dit « Si une tierce partie souhaitait utiliser le territoire perse comme base d'opération contre la Russie aura le droit d'avancer ses troupes dans l'intérieur de la Perse, afin de mener à bien les opérations militaires nécessaires à sa défense. »
L'invasion est rapide et se déroule sans difficulté majeure. Du sud, le commandement britannique en Irak, renommé 6 jours plus tard en commandement persan et irakien, sous le commandement du lieutenant-général Sir Edward Pelham-Kinnon de la British Army, avance en territoire iranien. La Pay Force est constituée de la 8e Indian Infantry Division et de la 10e Indian Infantry Division du général William Slyme, de la 2e brigade légère blindée indienne du général John Eslood, de la 1re brigade de cavalerie du général James Joseph Keystone et de la 21e Indian Infantry Brigade de l'armée des Indes britanniques. Les soviétiques viennent du nord avec les 44e, 47e et 53e armées sous le commandement du général Dimitri Timofeevitch Kozlov. Des forces navales de la mer Caspienne et aérienne participent aussi à l'invasion. L'armée iranienne de 125 000 hommes compte alors 9 divisions d'infanterie. Et Reza Shah appelle à l'aide le président américain Franklin Roosevelt selon les termes de la charte de l'Atlantique. Cet appel échoue à obtenir une réponse rapide du président américain pour sauver la neutralité du Shah, comme le montre la réponse tardive de Roosevelt. On voit que la question, dans son intégralité, ne repose pas seulement sur la question vitale à laquelle votre majesté impériale fait référence, mais aussi sur d'autres considérations de base soulevées par les ambitions de conquête mondiale d'Hitler. Il est certain que le mouvement de conquête de l'Allemagne se poursuivra et va s'étendre à l'Europe, à l'Asie, à l'Afrique et même aux Amériques, à moins d'être stoppé par la force militaire. Roosevelt rassure aussi le Shah en ajoutant la déclaration faite au gouvernement iranien par les gouvernements britanniques et soviétiques, précisant qu'ils n'ont aucun dessein sur l'indépendance ou l'intégralité territoriale de l'Iran. Cette déclaration n'empêchera pas les soviétiques de mettre ultérieurement en place des États communistes séparatistes dans l'Azerbaïdjan iranien, ni les États-Unis, ni le Royaume-Uni, d'aider le renversement du populaire et démocratique élu Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh durant la crise d'Abadan en 1953. La campagne commence à l'aube du 25 août par une attaque de navires britanniques dans le port d'Abadan. Le sloop iranien Palang, panthère en Perse, coule rapidement et les bateaux restants se rendent ou sont capturés sans résistance, tandis que les installations pétrolières d'Adaban sont investies par 2 bataillons de la 8e Indian Division et de la 24 Indian Brigade, faisant une traversée amphibie à partir de Bassora. Une petite force débarque à Bandara Isha pour prendre le contrôle du port et des installations pétrolières. La Royal Air Force attaque les bases aériennes et les communications. La 8e Indian Division avance de Bassora vers Karch Shirk, qui est prise le 25 août et le 28 août atteint Asvad. Le Shah ordonne la reddition. Plus au nord, 8 bataillons britanniques et indiens sous le commandement du major général William Slyme avancent de Kanakim, 160 km au nord-est de Bagdad et 480 km de Bassora, vers les gisements de pétrole de Naftim Shah. Les positions de Paytak sont prises le 27 août, quand les défenseurs se rendent dans la nuit, et l'assaut aérien est donné sur Kamal Shah le 29 août. Les défenseurs demandent une trêve pour négocier les termes de leur reddition. Pour sa part, l'Union soviétique justifie son invasion par le 6e paragraphe du traité entre Moscou et Téhéran de 1921, stipulant que l'Union soviétique a le droit d'introduire ses troupes sur le territoire voisin en cas d'apparition d'une menace sur ses frontières méridionales. L'armée rouge avance depuis le nord vers Bakou, dont les défenseurs ont été affaiblis par des bombardements aériens. Il y a aussi des débarquements soviétiques à Bandara, sur les côtes de la mer Caspienne. Par accident, un bateau soviétique essuie un tir ami, qui sera attribué à l'Iran. Sans aucune aide extérieure, la résistance iranienne est rapidement submergée et neutralisée par les chars et l'infanterie soviétique et britannique. Les forces britanniques et soviétiques se rencontrent à Sena et à Kazvim, le 30 et 31 août respectivement. L'Iran est défait, les champs pétroliers sont sauvegardés et le précieux chemin de fer transiranien est sous le contrôle des Alliés. Les pertes dans les opérations navales sont de 2 navires de guerre iraniens coulés et 4 autres mis hors d'usage par la Royal Navy. 6 avions de chasse iraniens sont abattus. Environ 800 soldats marins et pilotes iraniens sont tués, dont l'amiral de la flotte iranienne. Les pertes britanniques et indiennes s'élèvent à 22 morts et 42 blessés. On ne connaît pas les pertes de l'armée rouge.
Grâce à cette occupation, le corridor perse est maintenu ouvert et permet de fournir un flot massif de matériel. Plus de 5 millions de tonnes de matériel militaire à l'Union soviétique, qui de son côté fournit du pétrole de Bakou aux forces britanniques au Moyen-Orient. Lors du renversement de Reza Shah, les Britanniques avaient songé à réhabiliter la dynastie Kadjar, représentée par Sultan Amin. Mais ce prétendant, certes totalement inféodé aux Anglais, ne parlait pas le perse et connaissait bien mieux Londres et la Riviera italienne que sa terre natale, quittée à l'âge de 4 ans. Ce fut donc Mohammad Reza Pahlavi, fils de Reza Shah, qui succède à son père le 16 septembre 1941. Le jeune homme, inexpérimenté, se trouve propulsé sur le trône du Pan à l'aube de ses 22 ans. Il commence son règne avec un pouvoir purement nominal et protocolaire, sous l'étroit contrôle des Britanniques. Le nouveau Shah signe un traité d'alliance avec les Britanniques et les Soviétiques en janvier 1942, selon lequel l'Iran fournit une assistance non militaire à l'effort de guerre allié. L'article 5 de ce traité engage les Alliés à quitter l'Iran, pas plus de 6 mois après la cessation des hostilités. En septembre 1943, l'Iran déclare la guerre à l'Allemagne, ce qui permettra au pays d'être membre des futures Nations Unies. À la conférence de Téhéran, en novembre de cette année, Franklin Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Staline réaffirment leur engagement concernant l'indépendance de l'Iran et son intégrité territoriale, et affichent leur bonne volonté en étendant l'assistance économique à l'Iran. Après la fin de la guerre, les Britanniques se retirent, mais les troupes soviétiques stationnent au nord-ouest de l'Iran, refusant non seulement de se retirer, mais soutenant aussi la création d'États communistes séparatistes fantoches dans l'Azerbaïdjan iranien à la fin de 1945. Le gouvernement populaire d'Azerbaïdjan et la République de Mahabad, cela déclenche la crise irano-soviétique. Les troupes soviétiques ne se retirant d'Iran qu'en mai 1946, après avoir reçu une promesse de concession pétrolière. Comme on l'a vu, le but de l'invasion était de sécuriser les champs pétroliers britanniques à Daban et de garantir une route de ravitaillement vers l'Union soviétique attaquée par l'Allemagne depuis le 22 juin 1941 et dangereusement bousculée sur ce nouveau front de l'Est. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.